Nous allons démarrer. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre nouveau numéro de l'Écho en bref, ce trimestre dédié à l'immobilier. Nous recevons, notre animatrice ce matin est Béatrice Gage, directeur de la recherche et de l'innovation, que beaucoup d'entre vous doivent maintenant, dès lors connaître. Donc, Béatrice, voilà, l'immobilier, vaste sujet. En tant que leader en Europe sur ce marché, il nous semble important de faire un point régulier auprès de nos partenaires sur cette thématique. Donc, peux-tu nous dire où nous en sommes aujourd'hui sur ces marchés? Je te laisse la parole. Merci beaucoup Marie-Valérie. Bonjour à tous et à toutes. Merci à toute l'équipe pour ce deuxième épisode de l'Écho en bref côté immobilier. Merci à Marie-Valérie pour cet accompagnement ce matin. Et si je peux, Marie-Valérie, comme tu as dit que nous étions leaders en immobilier, nous gérons 89 milliards d'euros. Donc ce n'est pas rien. Alors au regard des événements, ma présentation se fera en 4 parties avec notre diagnostic sur 4 chocs: le choc de taux, ce que j'ai appelé un choc de taux, le choc géopolitique, le choc d'inflation et aussi le choc sur la croissance. Mais avant cela, retour sur les performances totales des actifs en 2021 comme élément finalement de cadrage pour mieux situer l'immobilier. Merci Marie. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce tableau des performances des actifs, que constate-t-on? Eh bien, les actions l'année passée ont remarquablement performé aux États-Unis comme en Europe. La performance des matières premières en haut de la hiérarchie témoigne finalement du rebond de l'activité qu'on avait déjà enregistré quand on s'était rencontrés en septembre 2021. Alors, l'immobilier en bleu enregistre des performances correctes. C'est ce que j'entends par l'immobilier suit honorablement dans le titre, puisque l'immobilier suit les actions et finalement la hiérarchie est somme toute assez traditionnelle, même si les performances en immobilier sont contrastées, c'est le fait de vouloir aller vite, une surperformance de l'immobilier coté, notamment aux États-Unis, comme vous pouvez le constater en haut du tableau, et une performance solide de l'immobilier non coté sur le prime en Europe et pour les bureaux Paris Prime QCA. La performance des véhicules SCPI reste confortable, supérieure à celle des performances du segment high yield par exemple. On va passer à la slide suivante si tu veux bien. Alors, un graphique légèrement différent du précédent qui combine finalement performance 2021 et moyenne sur 10 ans. Alors, il est incontestable ici que les performances s'inscrivent dans la tendance observée depuis la crise financière globale. Les cercles montrent finalement que les performances se regroupent par profil de risque. Alors, le sous-ensemble des produits de taux en vert est en bois, donc c'est en bas, c'est les moins risqués. Le sous-ensemble des actifs immobiliers en marine se situe au-dessus des produits de taux et les actions plus risquées en rouge au-dessus de l'immobilier. Pour finir, l'immobilier en tant que tel, donc l'immobilier direct, l'ellipse en marine sur le graphique, les SCPI et l'immobilier donc direct d'une manière générale et les OPCI est plus cohérent que l'immobilier coté en termes de distribution des performances, c'est l'ellipse en bleu ciel sur le graphique. Donc les investisseurs institutionnels, mais aussi les épargnants, aiment finalement cette cohérence de l'immobilier direct en bleu marine, cela va sans dire. On va passer peut-être à la slide suivante. Alors, j'ai parlé des différents chocs, je ne vais pas les répéter, on va peut-être passer directement au choc de taux. Voilà, merci Marie. Lors du dernier écho en bref, nous avions anticipé un resserrement monétaire de la Fed en regard d'un rythme d'inflation moyen à 7% l'an et des tensions sur les salaires. Donc, guerre en Ukraine mise à part, les investisseurs se préparaient donc au début d'un cycle de relèvement des taux par la Fed. C'est ce que j'ai appelé le choc des taux, même si ce n'était pas véritablement un choc en tant que tel. Alors, ce graphique présente une analyse pour tous les cycles de hausse des Fed Funds depuis 1955, donc l'évolution des cours de l'indice S&P 500 de 12 mois avant et 12 mois après le relèvement des taux. La barre verticale sur le graphique représente l'indice basé à 100 le jour du premier relèvement des taux des Fed Funds. Donc, que constate-t-on? Eh bien, tout simplement que finalement, la normalisation de la politique monétaire n'affecte
généralement pas fortement les marchés actions. Et c'est plutôt bien pourquoi, puisqu'en général, il y a un effet de domino sur d'autres types de marchés. Sur la moyenne des 11 cycles étudiés, la performance du S&P 500 s'établit à plus 10% en moyenne sur 12 mois après le premier relèvement des taux, comme le suggère ici la courbe en noir. Autrement dit, le choc de taux, entre guillemets, n'est statistiquement pas synonyme de saut de performance, au contraire. Il est néanmoins facile d'observer sur ce schéma, finalement, que c'est un schéma moyen et qu'il est entaché d'une certaine, finalement, incertitude, puisque ce sont les bornes inférieures et supérieures en rose des performances min et max du S&P qui traduisent finalement ces incertitudes. Mais tout cela pour dire qu'a priori, ce n'est pas de la normalisation de la Fed que serait venu le choc exogène. On va passer à la slide suivante peut-être. Merci Marie. Donc après le choc de taux, le choc géopolitique. Donc ce graphique présente l'évolution des cours de l'indice S&P 500 aujourd'hui sur l'année qui a suivi le début des 12 plus grandes crises géopolitiques depuis 1941. Alors depuis Pearl Harbor, nos souvenirs d'histoire, jusqu'à la guerre d'Irak. Donc, les événements sont classés par ordre chronologique, comme vous pouvez le constater. Dans 8 cas sur 12, malgré les tensions géopolitiques, la performance du marché américain a été positive sur les 12 mois suivants. Plus particulièrement, les performances ont été positives après la crise de Cuba, la première guerre du Golfe ou la guerre d'Irak, soit quand les chocs finalement n'ont pas associé de récession économique aux États-Unis. En revanche, dans le cas du choc pétrolier de 1973 ou après les attentats du 11 septembre 2001, les performances du marché américain ici identifié en rouge ont été fortement négatives puisqu'elles ont associé une récession de l'économie américaine. On sait en général que quand on a une récession aux États-Unis, c'est un peu l'épicentre d'une crise et que ça se fait par domino, d'une crise entre guillemets ou pas, mais une récession qui a un effet domino sur d'autres marchés. Donc c'est donc la contraction de l'économie américaine qui a engendré les performances négatives du S&P et les autres donc marchés boursiers dans le monde. De tous les chocs géopolitiques mentionnés ici, celui qui semblait s'apparenter le plus aux conséquences finalement de la crise ukrainienne, vu les prix de l'énergie sur les marchés mondiaux, finalement, ça aurait été le choc pétrolier de 1973. Sauf qu'à l'époque, les Américains étaient très dépendants du pétrole du Moyen-Orient, alors qu'aujourd'hui, ils sont autosuffisants grâce au pétrole de schiste. Aussi, le choc ukrainien ne devrait pas créer la récession ou deux récessions aux États-Unis comme cela a été le cas en 1973, avec une onde de choc depuis ce pays. Et je souriais pourquoi? Parce que j'ai eu cette image que finalement, en France, quand j'étais enfant, on avait ce slogan qui disait pendant la crise de 73, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et c'est ce qui a entraîné l'accélération du nucléaire. Donc voilà pourquoi je souriais. Alors, slide suivante. Merci Marie. Alors la crise ukrainienne est synonyme bien évidemment de nouveaux vents contraires en Europe pour l'inflation et la croissance économique, pour faire simple, et puis plus particulièrement en zone euro. Donc je ne vais pas parler de la fin des dividendes, de la paix et des dépenses publiques à des fins stratégiques, même si c'est important pour l'immobilier, notamment avec le retour d'activités de production et la réindustrialisation associée à certains secteurs. Donc rapidement, ces deux tableaux qui sont les tableaux des indices de confiance des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en haut et le secteur des services en bas, témoignent d'un ralentissement de l'activité, c'est ce que vous avez à droite, dans chacun des secteurs identifiés en rouge, mais les indices restent en zone d'expansion en vert, soit supérieur à 50. Bien entendu, au mois de mars, dernier point connu, ces indices n'avaient pas encore finalement intégré la durée du conflit, mais on était en zone de ralentissement. Slide suivante peut-être. Merci Marie. En revanche, d'autres indices des directeurs d'achat permettent de déjà mesurer les impacts directs du choc ukrainien dans de nombreuses industries. Sur le graphique de gauche, nous présentons les indices de confiance associés au délai de livraison. Pour rappel, des indicateurs en dessous du niveau de 50 suggèrent un allongement des délais de livraison comme dans toute la période de la crise sanitaire hein, qu'on voit bien. Et ces délais de livraison s'étaient très fortement améliorés, mais on voit qu'ils se sont fortement érodés en Allemagne, surtout un peu moins en France. Sur le graphique de droite sont représentés les indices de confiance associés aux nouvelles finalement exportations.
Pour rappel, un indicateur au-dessus de 50 est synonyme d'une hausse des carnets de commandes pour le secteur extérieur et à contrario, un indicateur en dessous de 50 synonyme d'une érosion des carnets de commandes à l'exportation. Dans le cas de l'Allemagne, mais aussi de la France, les commandes se sont nettement dégradées, c'est assez visible. Néanmoins, l'impact est plus important pour l'Allemagne, économie fortement exportatrice par son industrie manufacturière. Donc, sur le marché immobilier, on comprend aisément que certains sous-secteurs, donc je dis bien certains sous-secteurs de la logistique, par exemple allemande, et plus particulièrement certains sous-traitants industriels, je dis encore une fois certains, pourraient être pénalisés par ce choc ukrainien, notamment s'il perdure, puisque l'Ukraine est quand même une base arrière pour certains types d'industries en Allemagne. Slide suivante. Alors, la Russie et l'Ukraine jouent un rôle pivot sur de nombreux marchés. Les prix de plusieurs matières premières se sont envolés. Je l'identifie ici par le prix du pétrole, mais il y a aussi le gaz, l'aluminium, le nickel ou encore les céréales. On sait que la Russie et l'Ukraine réalisent 30% des exportations mondiales. Donc, un choc de prix alimentaire est donc venu se superposer au choc de prix de l'énergie. Ça fait la une de tous nos journaux en France, mais aussi en Europe. Petite parenthèse, les prix du gaz obéissent à des logiques régionales qui jouent en défaveur de l'Europe, on l'aura compris, par rapport aux États-Unis. Cette fois-ci, un différentiel de compétitivité coût-risque ainsi de s'accentuer entre les États-Unis et l'Europe et la zone euro en particulier. Et bien évidemment, cela va jouer indirectement sur des entreprises qui sont locataires de biens immobiliers. En résumé, si les entreprises, notamment dans l'industrie, mais aussi dans certains services, ne peuvent pas répercuter la hausse des prix sur leur prix de sortie, on dit en général qu'elles sont price taker au lieu d'être price setter, elles n'imposent pas le prix sur le marché. La hausse des coûts intermédiaires est synonyme d'une baisse de marge pour ces entreprises qui ne peuvent pas répercuter leur prix, mais aussi ça veut dire plus de difficultés potentielles à encaisser des hausses de loyer. Voilà pourquoi j'insiste sur le prix des matières premières d'une manière générale. Slide suivante. Merci Marie. Donc cette slide présente les impacts directs de l'inflation importée en zone euro, ou ce que j'ai dénommé en introduction le choc d'inflation. Donc à gauche, l'indice des prix à la consommation et à droite, l'inflation hors prix de l'énergie. Donc plusieurs remarques peuvent être faites. Dans la zone encadrée, soit pour les plus grands marchés immobiliers d'investissement. C'est pour ça que c'est important. Un différentiel d'inflation existe. Sans surprise, l'Allemagne et l'Espagne sont les plus pénalisés car fortement finalement dépendants de l'énergie et des prix de l'énergie. Certes, la France, elle est moins dépendante de l'énergie extérieure, mais il ne faut pas oublier qu'elle a aussi pratiqué un bouclier tarifaire et c'est aussi la raison pour laquelle l'indice des prix à la consommation est nettement inférieur par rapport à ce que subissent les ménages allemands. Alors, de tels niveaux d'inflation vont bien entendu éroder le pouvoir d'achat des ménages, ce qui pèsera directement sur le secteur des commerces et indirectement aussi sur certaines activités de services et indirectement encore par effet de second tour sur peut-être la demande placée associée à certains secteurs. D'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que l'inflation pèse sur les décisions d'investissement des entreprises et la consommation des ménages. Entreprises et ménages vont adopter un comportement de précaution qui pèsera sur la croissance potentielle en 2022, en plus des problématiques d'approvisionnement liées au choc ukrainien. Slide suivante. Donc voilà, donc logiquement avec ce que je viens de dire, nos prévisions de scénario central ont été révisées finalement en deux mots, moins de croissance et plus d'inflation. Alors sur le marché, sur les marchés aujourd'hui, le taux d'inflation anticipé à 5 ans sur 5 ans par les marchés d'obligations indexés, il est de 2,6 aux États-Unis et à peu près 2,2 en zone euro. Pour la France, quelles conséquences sur les indices d'indexation en immobilier? En ce qui concerne le marché des bureaux, l'indexation, donc on appelle l'ILAT, est fonction de l'inflation à 50%, 25% de l'indice du coût de la construction qui a flambé et 25% du PIB, donc en moyenne mobile sur les 4 mois. Mais tout ça n'est pas grave. On est en général sur un ILAT qui devra atteindre 5 à 6% en 2022 à minima. Sur le marché des commerces, il y a un nouvel indice qui a été mis en place pour réviser finalement le choc d'inflation.
mais entre guillemets, c'était avant le choc ukrainien. Ce nouvel indice, il est fonction à 75% de l'inflation et 25% du coût de la construction, et il devrait être aussi à des niveaux relativement élevés, à 5 et 6% en 2022. Pardon. Donc finalement, le changement d'indice ne va pas suffire à apaiser finalement le choc d'inflation, le premier par rapport au choc ukrainien. Slide suivante. Voilà, on arrive au cœur du sujet, le choc d'inflation et l'immobilier. Alors, la guerre en Ukraine a accentué la hausse des cours des matières premières déjà observée en 2021. Il est donc finalement légitime, puisqu'on envisage un régime d'inflation plus élevé et plus durable, que les investisseurs et les épargnants s'interrogent sur des allocations les plus appropriées et les classes d'actifs les plus résilientes. Hormis les obligations indexées sur l'inflation, ce sont les actifs réels qui surperforment des placements obligataires durant les périodes inflationnistes en regard de leur indexation. Tout ceci est bien connu. Mais là, on va insister parce qu'on a fait une étude empirique, notamment ce sont les ingénieurs financiers de SLAM qui ont fait cette étude réalisée sur très longue période, donc depuis 1870. Cette étude a été effectuée au printemps dernier pour comparer finalement les performances des actifs emprunts d'État, actions et immobiliers sous différents régimes d'inflation, qu'ils soient donc régime d'inflation élevé ou régime d'inflation plus faible. Et on sait bien qu'a priori, les années futures ont engagé finalement un régime d'inflation plus élevé. L'objectif étant d'associer risque et allocation dans ce nouveau paradigme, de nouveau régime d'inflation, l'étude va être intéressante. Le tableau, par souci de simplification, présente uniquement ici les performances réelles des différents actifs en régime d'inflation élevée, en France, au Japon, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Première remarque, en régime d'inflation élevée, aucune protection n'est à observer des emprunts d'État puisque toutes les performances identifiées en noir sont très négatives, notamment en France et au Japon. Deuxième remarque, en régime d'inflation élevée, l'immobilier, identifié en jaune, enregistre systématiquement les meilleures performances avec de rendements de 5% et plus pour quasi l'ensemble des économies analysées. La France, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis, on le voit ici, sont quasiment dans un mouchoir de poche. Aussi pour les investisseurs ou épargnants de long terme, ce résultat est fondamental puisqu'il démontre l'intérêt d'une exposition donc sur le marché immobilier et aussi en France, on imagine pour les épargnants français. Enfin, la dernière remarque et non des moindres, en régime d'inflation élevée, les performances des actifs immobiliers font donc mieux que celles des actions, alors qu'en régime de basse inflation, les actions font mieux que l'immobilier. Et c'est là finalement le changement fondamental, encore une fois, c'est que l'immobilier fait mieux que les actions. Alors, en conclusion, ce tableau démontre simplement pourquoi en régime d'inflation élevée, tel qu'il se finalement prolonge dans les années qui suivent, dans les 5 prochaines années, pardon, l'immobilier a tendance à être plus pondéré dans les portefeuilles des épargnants et des investisseurs institutionnels. Donc, l'immobilier, cette fois-ci, ne sera pas intégré uniquement pour son effet diversification, il sera associé pour ses qualités de hedge, de protection contre l'inflation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les investisseurs ont eu un effet d'engouement sur cette classe d'actifs. Enfin, dernière remarque qui n'est pas visible, ouais, voilà, si tu veux bien, l'immobilier est une classe d'actifs qui associe pas mal d'objectifs de développement durable. Bon, je ne vais pas rappeler les 17 objectifs de développement durable à vocation de E ou de S, mais pour beaucoup d'épargnants qui souhaitent s'engager sur des investissements socialement responsables, l'immobilier est aussi un actif tangible qui participe à la transition climatique et qui participe activement via la rénovation énergétique, par exemple. Et c'est d'autant plus important de le souligner puisque les accords de Paris, finalement, reposent beaucoup sur l'industrie immobilière, qui est la seconde industrie qui, finalement, émet le plus de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, c'est la raison pour laquelle l'immobilier est aussi un pilier pour engager et accélérer cette transition climatique. Alors, il est vrai que les épargnants ont aujourd'hui une gamme de produits immobiliers labellisés ISR avec finalement des raisons d'être assez différentes, mais qui au final associent des investissements vertueux et porteurs d'une green premium
ou d'un dividende vert dans le temps. Donc, je me suis permis cette parenthèse car finalement, l'engagement ISR ou durable et surtout la labellisation sont désormais co-intégrés aux performances à long terme. Donc, j'insiste sur le fait que l'intégration du E comptera dans la rentabilité ajustée du risque de la performance distribuée aux épargnants. Dit autrement, la labellisation est donc véritablement discriminante pour une meilleure performance à moyen et long terme. Donc, j'en ai fini. On va peut-être passer à la slide suivante. Merci. Donc, après cette digression, revenons au marché en tant que tel. Donc, ce graphique, vous le connaissez, je l'avais déjà présenté la dernière fois. Il représente les indices des prix des foncières européennes. Donc, c'est un bon indicateur de l'immobilier non coté. Donc, la hiérarchie ne s'est pas modifiée. En trio de tête, logistique, résidentielle, santé. Le succès de la logistique au regard de la digitalisation du e-commerce et de la déglobalisation, régionalisation est toujours là, même si la hausse des prix en fin d'année passée a pesé sur les anticipations des investisseurs. Il y avait aussi l'effet hausse de taux. Alors, l'affaire Orpea, quant à elle, n'aura pas pesé ou elle aura pesé que temporairement sur le secteur de la santé, tandis que les réglementations plus sévères sur le segment résidentiel anticipé en Allemagne ont pesé sur les foncières allemandes qui pèsent finalement dans l'indice résidentiel. Les centres commerciaux restent dans une situation difficile. L'hôtellerie, en revanche, a rebondi et le secteur des bureaux reste entre le trio de tête et finalement ce que j'ai appelé le duo de queue. Ce que ne montre pas ce graphique, c'est que le marché de bureaux reste toujours très polarisé entre finalement des actifs plus flexibles aux nouveaux usages, des services dans les bassins d'emploi attractifs et à forte densité à capital humain versus finalement les grandes tours qui seraient mal desservies, notamment en deuxième périphérie ou dans des marchés en première périphérie, mais vraiment relativement loin du centre-ville ou qui ne minimise pas les coûts de transport, alors qu'on est quand même dans finalement là aussi un nouveau paradigme de télétravail où les personnes vont prendre 2 jours par semaine en moyenne en vacances. Non pas de vacances, 2 jours par semaine de télétravail. Et donc là aussi, il faut minimiser les coûts de transport pour les entreprises. Enfin, pour le bureau comme pour l'hôtellerie, de grandes différences existent par foncière européenne, celles dont les prix ont renoué avec une pente ascendante, tandis que d'autres qui restent plus fragiles. Donc, le différentiel s'explique toujours par la nature du patrimoine. Dans les deux cas, les foncières bureaux de type développement de tours en périphérie et les foncières de tourisme spécialisées dans l'hôtellerie d'affaires sont les plus pénalisées. Seuls les patrimoines identifiés, flexibles et plus adaptables par rapport notamment aux contraintes ESG et aux accords de Paris doivent être considérés comme résilients à court terme et bien entendu avec le plus de potentiel à moyen et long terme. Slide suivante, on va la passer parce que je pense que j'ai plus trop le temps. On va passer à la slide suivante. Mais tu as tout le temps que tu veux, hein, Béatrice. Ah bon? Vas-y. Donc ici, toujours sur les marchés cotés, il y a une synchronicité du retournement des prix des foncières américaines, mais on voit bien ici que finalement le prix des foncières aux États-Unis a retrouvé son niveau pré-pandémie, voilà, et que ce n'est pas le cas ni pour l'Europe ni pour l'Asie. Et encore une fois, a priori, on pourrait avoir un effet divergent cette fois-ci à cause du choc ukrainien et les effets de second tour dont je parlais qui vont peser sur cette finalement divergence de reprise. Puisque vous l'aurez bien compris, l'Europe est plus pénalisée par le choc ukrainien que les États-Unis. Alors, slide suivante. Voilà, petit focus cette fois-ci sur le marché parisien. Alors, il a absorbé positivement l'effet du Covid par rapport aux autres marchés européens. Pour rappel, Paris Intramuros et certains sous-marchés périphériques n'ont pas observé de baisse de valeur en moyenne par rapport aux autres QCA, pour le dire simplement comme ça, aux autres QCA, aux autres villes en Europe. Alors, la polarisation sur le marché parisien se fait à 2 niveaux. Sur le marché de l'investissement, Paris Intramuros s'est clairement imposé comme une destination flight to quality. Sur le marché locatif, malgré un chiffre d'affaires plus élevé et de fortes incitations commerciales, l'activité s'est nettement redressée en 2021 avec le rebond de l'activité économique, mais j'en avais déjà parlé en septembre dernier, en termes de score de liquidité, qui peut être ici une jauge technique en termes d'aversion pour le risque.
Donc c'est le graphique de droite, c'est une mesure intéressante pour évaluer l'attractivité d'un marché. Paris reste au-dessus des autres villes européennes. Vous le voyez, hein, c'est assez clair. Sur le côté gauche, le graphique présente l'appétit des grands investisseurs institutionnels mondiaux, internationaux, je vais le dire comme ça, et européens, selon les villes et les secteurs. Donc le marché de bureaux parisiens est en tête de classement. C'est vrai que finalement, on a une taille critique et le fait que le marché concentre beaucoup d'aménités qui favorisent les externalités fait que c'est bénéfique à court et à moyen terme. Donc le taux de rendement, pour donner quelques chiffres prime à Paris, s'établit aujourd'hui à 2,6%, ce qui porte la prime de risque à environ 250 points de base, somme toute relativement confortable. Donc pour rappel, cet appétit, maintenant, à l'heure qu'il est, n'est plus lié au Covid. Il est porté par les anticipations positives des investisseurs dont je viens de parler. En étant fortement concentré spatialement, le marché parisien favorise un meilleur environnement de croissance de la productivité et des externalités positives et surtout une minimisation des coûts de transport dans un environnement où, je l'ai dit, le télétravail s'impose en moyenne 2 jours par semaine. Une dernière remarque. Depuis septembre dernier, l'effet télétravail a été relativement bien absorbé par le marché parisien, notamment sur la partie locative, puisqu'en fait, on a observé une croissance des loyers à plus de 5%. En moyenne, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que en moyenne, les entreprises font un arbitrage. Certes, la demande pour une entreprise, il y a une espèce de trade-off, une diminution de 20% finalement des surfaces, mais avec une volonté de se relocaliser dans Paris intramuros, même à un prix au mètre carré plus élevé que le prix au mètre carré payé initialement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, finalement, tant que le niveau des loyers à venir payés avec la diminution de la surface reste inférieur à ce qu'il est avant de se relocaliser, les locataires sont incités à s'installer sur Paris. Donc, c'est en fait ce qui s'est observé et c'est ce qui a finalement porté toute l'activité du marché locatif, notamment dans certains quartiers au sein de Paris. Voilà, j'espère que j'ai été claire. On va passer à la slide suivante. Voilà, cette fois-ci, côté valorisation par secteur selon l'indice MSCI à fin décembre 2021. Les données sont sorties la semaine passée. Alors, il ne vous aura pas échappé que la hiérarchie est la même que sur les marchés cotés, exception faite de l'hôtellerie, qui est cette fois-ci devant le bureau. L'indice annuel de l'immobilier, tout secteur confondu à droite, affiche une performance inférieure à 7%, de tête 6,7% pour être précise, en forte hausse finalement par rapport aux 3% et quelques qui ont été observés en 2020. Alors, un rendement en capital de 3% explique cette reprise. Le rendement locatif, il ressort à 3,6%, légèrement en deçà de 3,8% observé en 2020, mais relativement confortable par rapport à d'autres marchés européens. Il ne vous aura pas échappé non plus que les performances de la logistique sont essentiellement tirées par la baisse des taux de capitalisation. Le rendement locatif ressort à 4,3%, donc la plus forte compression comparativement aux autres secteurs par rapport au passé. Sans surprise, les commerces et les hôtels les plus touchés pendant la crise de 2020 affichent la plus forte reprise. Le rendement global s'élève à 3% sur les commerces et à 6,7% pour les hôtels. Donc un rebond qui est quand même important et qui avait été anticipé par nos équipes opérationnelles, je tiens à le souligner. Donc, dans un contexte de bouleversement des méthodes de travail et de développement de la digitalisation, donc les performances des bureaux à 5% reflètent finalement des marchés très contrastés, comme je l'avais dit pour l'immobilier coté. À Paris, le rendement en capital a continué à augmenter et atteint 3,3%, porté par la croissance des loyers du marché et bien entendu du recentrage et de l'appétit des investisseurs sur des actifs corps tels que discutés antérieurement. En revanche, dans de nombreux marchés périphériques, notamment de l'Île-de-France, les rendements en capital ont encore été négatifs en 2021. Donc, on voit bien une espèce de polarisation et une divergence des performances. Slide suivante. Voilà.
Un dernier mot concernant la peur d'une stagflation et son impact sur l'immobilier. Alors, j'ai représenté ça très simplement, puisque ce graphique présente les recherches liées au mot stagflation sur Internet, soit une situation de hausse de l'inflation sans croissance ou avec une faible croissance. Donc, cette situation fait référence au choc pétrolier de 73, 73-78. Alors, finalement, quels sont les messages qu'il faut retenir plutôt que des graphiques complexes? Pour l'immobilier en France, la stagflation a été observée à différentes périodes, mais finalement avec des résultats relativement différents et contrastés. Pardon. De 73 à 78, ça a été une période positive pour l'immobilier, cette période de stagflation. Pas de croissance, une récession et une hausse de l'inflation. Des performances très positives pour l'immobilier résidentiel, mais aussi très positives pour l'immobilier commercial. Dans les années 90, ça a été très négatif pour l'immobilier. Et pourquoi? Tout simplement parce que finalement, on était dans une crise qui avait été initiée par une crise immobilière, puisqu'il y avait le dégonflement d'une bulle, pas uniquement sur le marché français, mais sur tous les marchés dans le monde. La crise venait de l'immobilier. Donc, on avait une forme de péché originel. Et c'est la raison pour laquelle ça a été très négatif pour l'immobilier. 2008-2020, comme vous le voyez sur le graphique en 2008, il y avait aussi cette peur de la stagflation, mais finalement, elle a été cette période très courte et à la fois en 2008 et en 2020, il n'y a pas eu d'impact sur l'immobilier. Alors, slide suivante. Voilà, une dernière slide qui à la fois, pour être plus pragmatique, qui peut paraître technique mais qui ne l'est pas, pour revenir au marché français avec les traditionnelles questions de hausse d'inflation et de hausse de taux par secteur. Donc là, il s'agit d'une représentation d'un modèle simplifié où on a analysé deux effets. Donc c'est une slide que j'ai présentée aussi à l'IEIF. Voilà, parenthèse, vous l'avez peut-être déjà vu. Des effets qui sont mesurés sur des données historiques de 98 j'ai mis 2021, mais je ne sais plus si c'est 98-2020, mais ça ne change pas beaucoup. Donc, ces deux effets sont d'abord l'impact de l'inflation sur les revenus courants associés à chacun des secteurs, donc résidentiel, bureau, commerce et industriel. Donc, c'est l'axe des axes 6. Je calcule ici un coefficient de régression associé à l'élasticité des revenus locatifs au taux d'inflation. Et l'ellipse, finalement, permet de visualiser l'intervalle de confiance associé. Voilà. J'ai pris un intervalle à 75%. Voilà. Tu peux laisser. Voilà. Pour les trois secteurs résidentiels, bureaux et industriels, donc une hausse de 1% peut conduire à une variation de 1,5% en moyenne des revenus locatifs, donc ce qu'on appelle les net operating income. Pour le secteur du commerce, l'effet a été dans le passé très élevé par rapport à une hausse de 1%, puisque la hausse des revenus a été supérieure à 3% en moyenne. Je vous rappelle qu'on est sur période de long terme, donc on est plutôt dans un environnement, cette fois-ci 98 jusqu'à 2012, qui a expliqué cette entre guillemets cette hausse des revenus supérieure pour les commerces. C'est pas vrai finalement après 2016. Voilà. Deuxième impact, celui des taux d'intérêt sur les taux de capitalisation, sur l'axe des ordonnées cette fois-ci. Donc l'écart type est plus faible, l'impact des taux d'intérêt, on voit bien qu'il est relativement plus resserré car la corrélation entre les secteurs est plus forte. Donc la hausse de 100 points de base des OAT entraîne une hausse, comme vous pouvez le voir, moins importante des taux de cap du segment résidentiel comparativement à celui du secteur industriel. Et pourquoi j'insiste? Vous voyez que la bulle est très élevée parce que ça fait référence au graphique qu'on a vu. Il y a deux slides en avant où on avait vu que la performance était essentiellement tirée par les rendements en capital, qu'on explique par une compression très importante des taux de capitalisation. Tout ceci pour ne pas vous faire oublier que le secteur industriel est celui le plus volatile d'une manière générale de tous les secteurs parce qu'il est aussi le plus corrélé au cycle de l'activité économique. Voilà. Donc la hausse de 100 points de base des OAT finalement entraîne une baisse moins importante pour le secteur des bureaux, on le voit ici, puisque le bureau est plus proche du secteur résidentiel. Enfin, ce que vous ne voyez pas sur le graphique, c'est que la sensibilité des OAT
à 10 ans à l'inflation est de 1,2, donc 120 points de base, avec un décalage d'1 an en moyenne. Donc l'immobilier subit en quelque sorte avec retard la hausse des taux d'intérêt, mais tout ceci est bien connu. Donc voilà pour cet écho, en bref, de l'économie et plus particulièrement des différents chocs à venir sur l'immobilier. Merci Béatrice pour ces explications, ma foi, fort intéressantes. Marie-Valérie, je pense que j'ai fait un lapsus puisque j'ai parlé des OAT, mais en fait, je parlais des OAT, l'impact des OAT sur les taux de capitalisation. Je pense que tout le monde l'a compris, hein, cette histoire de 100 points de base, 120 points de base avec un décalage d'1 an en moyenne. Mais je pense que ma langue a dû fourcher, j'ai dû dire l'inflation. Voilà, Ne donc c'était t'inquiète bien pas. la hausse des OAT sur les taux de capi. Sur le scénario central que tu nous as présenté, est-ce que tu peux mettre une probabilité et en quoi il se différencie des autres, enfin des autres grandes institutions internationales? Oui, alors c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, sur le tableau que j'ai présenté des prévisions, on est sur un scénario. Alors les scénarios bougent un peu hein, aussi pour toutes les institutions. On est avec une probabilité de 50, avec finalement 3 autres scénarios alternatifs. Donc 50%. Le scénario à 25%, c'est le scénario où on aurait encore plus d'inflation, moins de croissance. 25% où on aurait finalement un, un choc ukrainien qui serait d'une plus courte durée à 25%. Attendez, j'ai dit 25%, 25%, ça fait 50, ouais. Donc en fait, c'est pas ça. On a quand même 25%, oui, d'une hausse, pardon, plus importante de l'inflation, moins de croissance. Et on est finalement aussi pour 2 scénarios alternatifs, là où on aura un choc ukrainien de plus courte durée, on y croit de moins en moins, et là où au contraire, on aurait vraiment une escalade une escaladation de la violence avec un effet domino d'un conflit plus armé et d'un enlisement, mais qui aurait une probabilité plus faible à 10%. Donc voilà un petit peu les scénarios. Je ne te D'accord. cache pas qu'on a révisé, par exemple, le scénario. On était sur le scénario central, on a 50% aujourd'hui. On l'avait pondéré à 60%, mais on a révisé finalement le scénario avec le risque lié à une nouvelle hausse de prix, par exemple. D'accord. Tu nous as montré, tout au long de ton discours, la bonne résilience du marché français face à l'inflation. Mais tu nous dis aussi qu'il est extrêmement important, de continuer, à diversifier. Donc, comment faire pour allier les 2 finalement? C'est vrai tu as beaucoup parlé du marché français, mais que se passe-t-il sur les autres marchés, européens? Et comment allier justement cette diversification peut-être tant géographique que sectorielle? Alors, c'est une bonne question. Je ne vais pas te remercier de l'avoir posée parce que je pense que, par exemple, le gérant serait plus à même de répondre à cette question, même si je vais essayer d'avoir une espèce de perspective, on va dire top-down. Finalement, effectivement, comment jouer la diversification? Faut la jouer de manière sectorielle. Mais pourquoi je fais appel au gérant? Parce que c'est le gérant qui chirurgicalement va pouvoir aller targeter à la fois une localisation géographique aussi résiliente, par exemple en Espagne, à Milan, à Munich, sur un secteur de manière précise, en fonction de la localisation, mais aussi en fonction de l'actif. Donc là, on est vraiment finalement dans l'aspect plutôt bottom-up avec l'expertise du gérant et de ses actifs. Et en fait, c'est ce que devrait faire tout gérant aujourd'hui. Voilà, puisque ça permet de jouer aussi sur les différents cycles, à la fois de reprise, mais aussi d'inflation. Certains secteurs qui seraient moins pénalisés que d'autres, quand j'ai fait référence par exemple à l'industrie allemande. Donc, je pense que le Oui. gérant a cette capacité à aller pouvoir diversifier avec des frappes, entre guillemets, chirurgicales. En fonction des pays et des secteurs, d'où, l'intérêt des produits diversifiés, finalement,
Alors j'ai eu d'ailleurs, il y a une question dans le chat nous demandant, au vu de l'intérêt des supports immobiliers, auriez-vous suffisamment de produits à nous proposer? Alors bien sûr, nous avons des produits. Nous avons alors pour ceux qui nous connaissent, nous avons déjà un OPCI, hein, d'Inapierre, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, je pense. Nous avons aussi une SCPI, Pierre Capital, qui d'ailleurs a remonté son prix de part l'année dernière et a offert un rendement de 4,85. Donc on est à plus de 6% au global sur Pierre Capital, qui a d'ailleurs été qui a été mise en avant par Meilleur SCPI dans la catégorie SCPI labellisé, parce que bien évidemment tous nos produits grand public ont le label ISR, hein, Béatrice a pointé un peu du doigt ce sujet, puisque en effet, hein, on parle beaucoup de la problématique climat, et il est vrai que le secteur de l'immobilier, hein, contribue pour une grosse partie à l'émission de CO2 et l'effet de serre. Donc nous, c'est vraiment un sujet qui est très important pour nous. Et nous sommes en cours de finalisation, hein, nous attendons l'accord de commercialisation de l'AMF d'une nouvelle UC immobilière que nous pourrons bientôt mettre sur nos étagères, qui devraient, je pense, largement vous combler, puisque là encore, effectivement, nous avons fait le choix d'avoir un produit diversifié, tant d'un point de vue géographique que sectoriel, et qui d'ailleurs, nous avons, comme je vous l'ai dit, hein, on est leader en Europe sur ce marché, finalement pas encore très connu du marché retail, beaucoup plus du marché institutionnel, hein. Béatrice a cité les 89 milliards sous gestion que nous avons. Finalement, sur ces 89 milliards, il y a en gros 1,5 milliard sur la partie retail. Et nous avons donc décidé dans ce futur produit, cette nouvelle UC, de pouvoir intégrer justement des produits professionnels que nous offrons normalement à notre clientèle institutionnelle. Voilà, donc on espère pouvoir vous en parler très vite. Il y aura de toute manière un webinaire de lancement. Je crois qu'il y a eu aussi une question sachant pour savoir s'il y aurait un replay. Bien évidemment, nous enverrons le replay de cette session à tous les participants et toutes les personnes qui étaient inscrites, hein, puisque voilà, les aléas font que parfois on s'inscrit mais on ne peut pas toujours participer. Mais au moins en s'inscrivant, ça prouve que le sujet vous intéressait. Donc bien évidemment, nous enverrons ce replay. Je vais, ah si, très en matière de bureau, est-ce que la prise à bail de mètres carrés par les startups peut être un indicateur à venir de l'utilisation de cette classe d'actifs? Également, peut-on parler de pression haussière sur les loyers payés par les sociétés de la French Tech? Ça, c'est pour toi, Béatrice. Ouais, c'est une super question. Alors je vais vous dire oui. Oui et non. Attention parce que le marché n'est pas fait que par, la French Tech et par les startups. En revanche, on est dans cette espèce de dilemme ou de catégorie dont je parlais quand je disais que soit les entreprises étaient price setters, elles pouvaient fixer le prix, soit elles étaient preneuses de prix. Bah, typiquement, les entreprises à haute valeur ajoutée et les entreprises de la tech sont faiseuses de prix. Donc en fait, elles sont price setters. Et en fait, comme elles ont un chiffre d'affaires qui en général, et quand c'est des entreprises bien portantes, on les appelle plus des startups, mais des PropTech, des Green Tech, des Clean Tech, des FinTech, etc., qu'elles ont un chiffre d'affaires qui est bien consolidé et qui est en croissance, forcément, elles peuvent absorber des hausses de loyer. Et en fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les prises à bail. Il y a énormément d'entreprises directement associées à la tech et pas que. Il y a des entreprises qu'on appelle hyper industrielles. Et pourquoi hyper industrielles? Parce qu'elles sont industrielles, mais elles utilisent aussi beaucoup d'éléments tech qui prennent en fait des surfaces et qui justement encaissent cette hausse des loyers sans finalement augmenter leur taux d'effort. Donc c'est une très bonne réflexion.
Et c'est la raison pour laquelle, hein, quand on parle de la finance climatique et on parle de l'innovation, on pense aussi que finalement la réindustrialisation va passer par toute cette industrie de la tech. Il ne faut pas l'oublier. Et que ça, c'est plutôt bien pour l'immobilier de bureau. Il ne faut pas juste imaginer que l'industrialisation va se faire sur des sites industriels. Il va y en avoir, mais il va y avoir aussi de l'hyper-industrialisation qui va se faire dans les bureaux avec ce phénomène de tech. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui ou non? Écoute, Est-ce qu'il y avait un deuxième morceau de la question? Non, je crois que non, non, voilà, j'ai a priori, écoute, je je perds une petite réflexion, Marie, donc c'est la beauté de l'improvisation. Quand tu as parlé de la labellisation, j'insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, si on regarde finalement le paysage de la retail distribution, hein, je ne sais plus comment on dit, excusez-moi en français, bon, l'investissement grand public, on voit bien que le marché aujourd'hui, il est fracturé entre finalement les SCPI, les OPCI qui ont été leaders dans le processus de labellisation et donc qui ont obtenu leur labellisation et ceux qui attendent leur labellisation. Je pense que c'est important de voir que finalement, celles qui ont eu leur labellisation ISR relativement tôt, c'est celles qui étaient engagées finalement dans cette trajectoire vertueuse de l'investissement socialement responsable. Et là, il faut saluer les équipes opérationnelles au-delà de la philosophie d'investissement de Swiss Life Asset Manager, puisqu'en fait, c'est un long chemin qui a été récompensé. Ce n'est pas un label qui est facile à obtenir. Donc voilà, c'est juste mon côté observatrice du paysage grand public de loin. et c'est vrai que nous avons, été, plutôt leader en la matière aussi, en tout cas précurseur, que ce soit, pour Dina Pierre ou pour Pierre Capital, puisque effectivement c'est quelque chose qui, outre notre philosophie d'investissement et ce vers quoi les engagements que nous avons pris déjà depuis plus de nombreuses années, nous pensons aussi que c'est un réel atout pour nos produits, et nous avons d'ailleurs aussi lancé une gamme de fonds à impact, ce qui prouve vraiment l'importance que nous attachons à ces sujets, et voilà, il faut être solidaire au sens large aussi, et il est temps, grand temps, même si ce ne sont pas forcément des nouveaux sujets, mais ils sont beaucoup plus sous la lumière, hein, aujourd'hui. Il est temps que la finance associe quand même aussi ces notions, si on souhaite pouvoir laisser une planète à nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, suffisamment convenable. Béatrice, merci mille fois pour cette conférence, ma foi, très complète, très intéressante. Merci à toutes et tous d'avoir été présents ce matin, et nous espérons vous retrouver très bientôt, soit pour un nouvel écho en bref qui devrait avoir lieu d'ailleurs, je dirais début juillet, sur la macroéconomique un peu plus, on va dire plus vaste, mais voilà, qui plutôt par pays, plus que focalisé sur l'immobilier, et bien évidemment, j'espère très vite, le webinaire de lancement pour notre nouvelle UC immobilière, que l'on souhaite pouvoir vous proposer dans les plus brefs délais maintenant. Merci à toutes et tous et excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Béatrice. Merci.